Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, une émission spéciale ce matin consacrée à l'audition d'Alexandre Benalla qui aura lieu, vous le savez, en direct à 8h30 sur l'antenne de Public Sénat, sur le canal 13 de la TNT. Les enjeux et les coulisses de cette audition, c'est avec nous ce matin, donc restez bien avec nous. C'est un dispositif spécial mis en place par Albert Ripamonti et Mickaël Zamès ce matin avec Tam Tran Nui qui se trouve devant la salle où ont lieu les auditions de la commission d'enquête. Bonjour Tam, à tout de suite. Avec Alexandre Poussard, que vous voyez également sur l'écran. Lui, il est dans les pas d'Alexandre Benalla, à l'intérieur, dans les couloirs du Sénat. Et puis, vous le voyez également, nous serons rue de Vaugirard. C'est le lieu de l'arrivée d'Alexandre Benalla et de Vincent Kras, d'ailleurs, dont l'audition a lieu un peu plus tard. Et puis, pour nous éclairer sur la personnalité d'Alexandre Benalla, qui était-il plus jeune, très jeune c'est un Normand, un natif d'Évreux, et nous serons en direct de la rédaction de Paris-Normandie avec son directeur Thierry Rabillet. Il nous éclairera sur la personnalité d'Alexandre Benalla. À mes côtés ce matin, nos partenaires de la presse quotidienne régionale habituelle. Vous connaissez leur visage, ils vont nous aider à décrypter les enjeux de cette affaire, nous parler aussi de sa genèse. C'est Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Christelle Bertrand du groupe La Dépêche, les journaux du midi, merci d'être avec nous. Stéphane Vernet de Ouest France va nous rejoindre dans un instant et Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA du Progrès de Lyon est avec nous ce matin. Merci messieurs, on vous retrouve dans un instant. On va tout de suite commencer avec vous. Tam Tran Nui, vous êtes devant la salle de l'audition, là où ça va se passer tout à l'heure. Alors, à quoi faut-il s'attendre ce matin, après les tensions que vous allez nous décrire et qui ont eu lieu hier ? Bien effectivement, Cyril, je suis à quelques mètres de la salle Clémenceau où l'audition d'Alexandre Benalla doit débuter dans exactement 1h30 à 8h30. Une audition, vous le disiez, très attendue. Énormément de journalistes vont être à mes côtés. Toutes les lumières sont donc focalisées sur le Sénat. Mais sachez effectivement que l'envers du décor, ce sont de très nombreuses hésitations ces dernières 24 heures. Car on a entendu déjà depuis plusieurs jours publiquement l'avocat d'Alexandre Benalla s'interroger sur un possible huis clos qu'il pourrait demander. Et encore hier après-midi, nous n'étions pas certains que ces auditions seraient ouvertes. Nous avons même appris que certains auditionnés aujourd'hui avaient fait cette demande de huis clos. La plupart des sénateurs que j'ai pu interroger depuis, ils sont opposés. À quoi bon un huis clos alors que ces informations tant attendues vont sortir quoi qu'il arrive, alors que tant de médias sont présents. Mais d'autres estiment au contraire que cela pourrait apaiser les tensions, apaiser les esprits, alors qu'effectivement, il y a de nombreuses difficultés entre Alexandre Benalla et le Sénat. Je vous rappelle ces quelques mots d'Alexandre Benalla qui a parlé des sénateurs, je le cite, comme de petites personnes, qui a jugé que la commission d'enquête parlementaire était contraire à la Constitution et à la démocratie. Mais les derniers mots que l'on a pu avoir de Philippe Bas dans les médias, c'était plutôt des mots d'apaisement. Philippe Bas, le président LR de la commission d'enquête, qui a dit « J'ai plutôt de l'empathie pour lui, pour cet homme qui était un prince de la République et qui est tombé de haut. Il est en souffrance. » On va donc voir si l'heure est plus à la réconciliation, s'il va pouvoir y avoir des échanges apaisés ce matin. Mais sachez qu'on saura réellement si cette audition aura lieu que quelques minutes avant, si cette audition est rendue publique, seulement quelques minutes avant qu'elle ait lieu. Voilà, Tam Tran Nui de Public Sénat qui est devant la salle où auront lieu les auditions de cette commission d'enquête Benalla qui fait l'objet d'une émission spéciale ce matin. Évidemment, c'est chez nous que ça se passe, donc vous restez avec nous. On va regarder tout de suite quels sont les enjeux, bien sûr, de cette audition ce matin avec des explications d'Aurélien Romano de Public Sénat. On revient ensemble en plateau après. Quel est exactement le rôle occupé par Alexandre Benalla au service du président de la République ? Durant les auditions du mois de juillet, une forte contradiction est apparue entre la hiérarchie d'Alexandre Benalla à l'Élysée et les représentants des syndicats de police. Pour ces derniers, Alexandre Benalla est clairement le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron. Monsieur Benalla avait certes le titre de chef de cabinet adjoint à la présidence de la République, mais qui s'occupait directement de la sécurité rapprochée du président de la République et qui était, il faut être clair, son garde du corps. Garde du corps, une mission qui n'existe pas formellement à l'Élysée, mais qui aurait été le rêve de gosse d'Alexandre Benalla, d'après son entretien fin juillet avec le journal du dimanche. La vocation lui est venue par le cinéma. Bodyguard avec Kevin Costner et surtout dans La ligne de mire, qu'il dit avoir vu une vingtaine de fois. Plus encore que garde du corps, Alexandre Benalla serait à la tête d'une police parallèle au sein du GSPR, le service officiel chargé de la sécurité du président. Au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors
gendarmerie, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation. De fait, Alexandre Benalla était autorisé à porter une arme, un point central dans la commission d'enquête. Un port d'arme justifié par le directeur de cabinet de l'Élysée comme utile dans le cadre des déplacements privés du chef de l'État. Cette autorisation a été donnée dans le cadre d'une mission de police, relève la commission d'enquête, avec l'appui d'un document de la préfecture de police. Confusion des termes, répond le chef de cabinet du président de la République. Mais il n'a jamais pris la place du policier ou du gendarme. Et en ce sens, il n'a pas exercé de mission de police. Sa mission est même détaillée par le secrétaire général de l'Élysée lui-même. Il serait une sorte de courroie de transmission entre les différents services de sécurité. Il était donc en charge de l'interaction entre la chefferie de cabinet, qui doit coordonner l'ensemble de ces éléments, et les personnes en charge de la sécurité. Le jour même de cette audition, Alexandre Benalla livre une version sensiblement différente de son rôle lors d'une longue interview au journal Le Monde. Moi, je dois m'occuper des affaires privées du président de la République, parce qu'il a une vie à côté de ses fonctions, avec Brigitte Macron, celle d'un Français normal. Il va au théâtre, au restaurant, part en vacances. Je suis toujours présent avec le groupement de sécurité de la présidence de la République et le service privé du président. L'ancien chargé de mission était-il le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron, un organisateur des déplacements ou encore le chef d'une police secrète? Un rôle que l'audition du principal intéressé doit éclaircir. Je sais pas si... Voilà, maintenant c'est autour du débat avec nos invités ce matin. Fabrice Vesser-Redon, notamment, vous êtes représentant le groupe EBRA, le Progrès de Lyon. Dites-nous un petit peu jusqu'où peut aller cette commission d'enquête. Est-ce qu'on peut en attendre des révélations au fond? Ça, c'est la grande question, d'autant qu'Alexandre Benalla n'est pas tenu de répondre. Ça va être difficile, je pense, de rester dans ces murs sans apporter l'once du début d'une petite réponse. L'homme clé de cette édition, ça va être son président, ça va être Philippe Bas. Qui est président de la commission qui est quand même l'homme qui surprend son monde. Qu'on a beaucoup vu dans les médias, du coup. Qui était quelqu'un d'extrêmement absent médiatiquement, je dirais pas politiquement, parce que c'est quand même un rouage important de cette dernière partie de la Ve République. On l'a trouvé dans beaucoup de cabinets clés. Il a lui-même occupé des fonctions clés à l'Élysée. Oui. Il a été secrétaire général de Jacques Chirac. Il a été secrétaire général de Jacques Chirac. Donc il connaît cette France des palais, cette France des coulisses politiques, où les hommes politiques de premier plan s'entourent d'hommes et de femmes qui souvent deviennent des hommes et des femmes de cour influents. Donc en clair, Philippe Bas... Vous voulez dire, son expérience à l'Élysée l'a aidé à bien comprendre en tout cas, le processus qui a amené l'affaire Benalla à devenir ce qu'elle est devenue? En tout cas, alors, Philippe Bas d'abord est quelqu'un d'extrêmement fin. Qu'on découvre avec le temps, c'est quelqu'un d'une très grande intelligence, pour les gens qui ont travaillé et qui travaillent avec lui depuis longtemps. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'emballement, c'est quelqu'un qui travaille au long cours et n'en pas douter quand on écoute ces déclarations dites d'apaisement de ces dernières heures, il a une idée derrière la tête pour obtenir quelques réponses à ces questions. Hervé Favre, La Voix du Nord. On a parlé d'un huis clos hier. La tension est montée toute la journée. Les avocats d'Alexandre Benalla auraient refusé que ces auditions soient publiques, télévisées en tout cas. Qu'est-ce que vous pensez ça? C'était une stratégie, quoi. Ce qu'il faut rappeler quand même dans cette affaire, c'est que le premier à avoir parlé d'audition devant le Sénat, c'est Benalla lui-même. Après avoir donné des interviews aux 20h, au JDD, donc s'est exprimé largement sur l'affaire, et il avait dit qu'il ne voyait pas d'inconvénient à être entendu par le Sénat. Et tous les revirements auxquels on a assisté depuis traduisent la grande nervosité de l'exécutif. Manifestement, il y a eu des pressions pour dire attention, danger. On a vu même le président de la République appeler au téléphone Gérard Larcher pour le mettre en garde sur les pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Bon, donc tout ça est quand même très troublant, quoi. Et pour le Sénat, c'est une occasion rêvée de montrer son indépendance. C'est la seule chambre, effectivement, où l'opposition
l'opposition est majoritaire, si je puis dire. Donc elle joue son rôle, alors qu'à l'Assemblée, la commission d'enquête a implosé, justement, et n'a pas pu aller au bout. Le Sénat, lui, dit, nous, on travaille en toute indépendance et on ira jusqu'au bout de cette affaire. Christelle Bertrand, vous représentez les journaux du Midi, un groupe La Dépêche. Est-ce qu'on peut attendre, j'ai posé la question tout à l'heure à Fabrice Wessert-Redon, des révélations vraiment? Ou est-ce qu'au fond, le fait qu'il y ait en parallèle une enquête judiciaire les empêche? C'est surtout que je pense qu'Alexandre Benalla a bien étudié sa stratégie, il a dû répéter avec ses avocats. On imagine même qu'il a pu discuter avec certaines personnes de l'Élysée pour caler ce qu'il allait dire, les réponses qu'il allait apporter aujourd'hui. Encore maintenant, il aurait discuté ces dernières heures? On n'en sait rien, mais c'est vrai que le fait que Emmanuel Macron ait personnellement appelé Gérard Larcher pour dire attention, vous allez trop loin, on voit bien que l'Élysée est toujours dans les rouages de cette affaire et toujours derrière cette audition surveille, encadre. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est une stratégie assez étrange de la part de l'Élysée, parce que ce recul, quand vous disiez, c'est Alexandre Benalla le premier qui dit « j'irai devant la commission d'enquête », finalement, il se rétracte. Ça aurait pu apparaître comme une stratégie de sa défense. Ces avocats qui lui disent « non, attendez, la commission d'enquête, c'est dangereux ». Mais le fait que l'Élysée s'en mêle, tout de suite, on voit derrière tout ça la main personnel d'Emmanuel Macron qui semble être toujours là. Donc, révélation, non. Ce qu'espèrent les sénateurs aujourd'hui, en revanche, c'est des contradictions avec les précédents témoignages. On voit bien que certaines contradictions sont apparues, notamment entre le témoignage de François-Xavier Loche la semaine dernière et celui de Patrick Stroda durant l'été. Alors, c'est des choses très minimes, très infimes, mais qui montrent bien qu'on cache une partie de la vérité, tout du moins. Voilà, et les sénateurs posent énormément de questions, sont extrêmement précis. Oui, j'allais dire, ils ont les moyens de mener cette commission d'enquête parlementaire. En tout cas, ils en ont très envie. C'est assez novateur dans ce fonctionnement. C'est un peu un fonctionnement à l'américaine, non? Un peu un fonctionnement à l'américaine, c'est vrai. Alors, il y a un contexte, il y a aussi une volonté de revanche, certainement, par rapport à la dernière présidentielle, la recomposition, etc. C'est la preuve aussi qu'on reste dans une institution, ici au Sénat, qui est très attachée à son fonctionnement habituel, mais qui, là, est en train de t'appeler sur une ligne beaucoup plus punchy. Non, moi, ce qui m'interpelle, par rapport à ce que disait Christelle à l'instant, c'est que entre ces coups de fil, ces interventions, on sent bien cette espèce de cordon, je dirais, sanitaire qui s'est constitué autour d'Emmanuel Macron. On a vu Christophe Castaner s'exprimer. La ministre de la Justice. La ministre de la Justice. Nicole Belloubet qui est montée au créneau en disant attention, il y a une justice. Benjamin Griveaux. Vous n'êtes pas la garde des Sceaux, je veux dire, qui est dépositaire quand même d'un ministère régalien. Vous n'êtes pas justicier, vous n'êtes pas juge. On est vraiment passé cette fois, même s'il y a un petit peu de recul, on est vraiment passé cette fois de l'affaire d'été à l'affaire d'État. Je crois qu'effectivement, Emmanuel Macron a une responsabilité dans l'ampleur qu'a pris cette affaire. Il y a eu une défense très maladroite dès le départ. Dépassée par les événements. Il y a eu ce discours surréaliste devant les parlementaires en disant « mais qu'ils viennent me chercher ». C'était quand même une provocation. Et ça n'a fait que relancer l'affaire pendant tout le mois de juillet. Et nous revoilà pour un nouvel épisode. Et ça peut durer, et ça peut probablement durer. On vous retrouve, évidemment, Fabrice Wessert-Redon du Progrès, Hervé Favre de La Voix du Nord, Christelle Bertrand de La Dépêche. On va tout de suite regarder du côté de l'IFOP, qui a posé les questions sur l'impact de l'affaire Benalla, au fond, dans l'opinion publique. On a mesuré donc les tendances, les détails tout de suite avec Stéphane Amalian de Public Sénat. Il nous explique tout cela. Dans ce sondage de l'IFOP pour Public Sénat réalisé sur un échantillon de 1019 personnes entre le 12 et le 13 septembre 2018, on apprend qu'une grande majorité de Français approuvent l'audition d'Alexandre Benalla par la commission des lois du Sénat. Ils sont 76% des interrogés à souhaiter que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron soit entendu par les sénateurs. Et près d'un tiers des interrogés, 28%, ont l'intention de suivre les auditions sur Public Sénat. À la question « Diriez-vous qu'il est utile ou pas utile que la chaîne parlementaire Public Sénat diffuse ces auditions ?», 64% répondent positivement. Par exemple, 68% estiment qu'elles permettent de mieux faire comprendre le travail parlementaire. 60% estiment qu'elles favorisent le contrôle des acteurs politiques par les citoyens. Pour 58% des interrogés, la diffusion de ces auditions associe les citoyens à l'action des sénateurs.
Enfin, 63% des interrogés considèrent que la diffusion de ces auditions renforce l'utilité d'une chaîne comme Public Sénat en tant que relais du débat démocratique. Et voilà, et ça tombe bien, ça se passe chez nous. Bonjour Romain Ben David, vous êtes de l'Institut IFOP, qu'on connaît bien, Institut de sondage. Vous avez donc mesuré l'impact de l'affaire Benalla. Alors il y a un impact sur Emmanuel Macron, pour commencer, très important, un impact sur les gens, et puis un impact dans les médias. On commence par le président de la République. Alors oui, il y a un impact sur le président de la République, mais je dirais qu'il accompagne plus sa chute que l'on constate dans les mesures de l'IFOP, dans les sondages depuis plus de 6 mois, qu'il ne la précipite. L'IFOP a mesuré juste avant l'affaire et juste après la popularité du président. Il a perdu 4 points au mois de juillet lors de ces deux mesures. Si on est un peu plus sur le temps long entre juillet et septembre, au mois d'août, quand l'affaire perd un peu son soufflet médiatique, il perd 10 points. Donc il est avant tout jugé, comme beaucoup de présidents de la République au bout d'un an, sur ses résultats économiques et sociaux. Donc l'affaire Benalla, ce que vous dites, a pas précipité la chute, elle l'a accompagnée. Elle l'accompagne, très clairement. Elle l'accompagne, elle contribue à hauteur de 4 points à peu près dans sa chute, et même dans les traits de personnalité du président, il perd sur sa sincérité, sur son honnêteté, mais il perd aussi sur ce qui faisait ses points forts auparavant, c'est-à-dire sa capacité à incarner la fonction présidentielle, son autorité. Donc il y a une chute qui est générale, à laquelle l'affaire contribue, mais qui n'est pas le déclencheur de cette baisse. Alors, l'impact sur les gens... Alors là, il est beaucoup plus fort. Les gens qui vivent, par exemple, dans les régions, dans les territoires, vous savez que c'est un peu l'apanage de cette matinale de prendre le pouls de ce qui s'y passe. Ils l'ont senti comment, cette affaire? Ils l'ont ressenti comment? Alors là, l'impact est... Alors déjà, ils sont très intéressés, comme le montre le sondage. Plus des 3 quarts des Français... Et les audiences réalisées, plus des 3 quarts des Français qui considèrent que c'est une bonne chose, que ces auditions sont une bonne chose. Et ça montre l'attachement très fort des Français pour les contre-pouvoirs. Et ici, l'un des premiers d'entre eux, le Sénat, au moment même où il est reproché au président de la République de passer outre ces contre-pouvoirs. Et 76% des interrogés approuvent l'audition par la commission d'enquête. Approuve cette audition. Donc ça montre cet attachement au contre-pouvoir, et ça montre que s'ils sont attachés à l'autorité du président, ils sont aussi attachés à la séparation des pouvoirs. La France est comme le pays qui l'a théorisé avec Montesquieu. Donc c'est un double attachement, l'autorité d'un côté, mais aussi la séparation des pouvoirs, et donc les contre-pouvoirs de l'autre. Voilà. Alors l'impact dans les médias, ça nous intéresse, parce que ce matin nous sommes en direct pour une émission spéciale. L'audition aura lieu tout à l'heure devant la commission d'enquête parlementaire à 8h30. Nous sommes en dispositif particulier, spécial. L'impact a été extrêmement fort. Les chaînes info, tout le monde s'y est mis. Le 20h d'Alexandre Benalla, il faut le rappeler, il était invité aux 20h de TF1. Pourquoi les médias, je veux dire, pourquoi cet impact si fort? L'aspect médiatique, il a toujours existé, que ce soit dans les affaires politiques, dans les affaires politiques médiatisées. Il y a l'affaire Cahuzac sous Hollande, sous un autre contexte, l'affaire de l'EHPAD sous Nicolas Sarkozy, puis la révélation de... Elle paraissait moindre, ces affaires, comparativement à l'affaire Benalla. Il faut voir aussi le contexte médiatique au même moment, c'est-à-dire qu'on est aussi à la rentrée, les problèmes économiques et sociaux n'ont pas encore vraiment ressurgi, donc il y a aussi la nature horreur du vide, donc ça comble aussi un petit peu, mais on voit cet attachement aussi très fort des Français à cette diffusion dans les médias. Quand on voit les intentions de suivre qu'on a réalisées juste avant la commission sur Public Sénat, c'était plus de 5 millions avant de téléspectateurs qui étaient certains de suivre cette retransmission, et 62% qui jugeaient utile que Public Sénat diffuse ces auditions. Donc il y a un intérêt très fort, mais l'impact sur l'exécutif n'est pas si transcendant. Merci Romain Ben David de l'IFOP de nous avoir éclairé sur l'impact de l'affaire Benalla. On va retrouver maintenant Alexandre Poussard. Figurez-vous qu'il est dans les couloirs du Sénat. Vous attendez Alexandre Benalla, Alexandre Poussard. Par où va-t-il passer? Qui l'accueille d'abord? Alors Cyril, il y a plusieurs hypothèses. Il va normalement arriver par l'entrée principale de ce foyer Clémenceau. Et donc s'il arrive par cette entrée principale, il va marcher le long de ce couloir. Voilà, il va marcher une 50aine de mètres, et pour l'instant, pas vraiment d'accueil. Il va marcher sereinement avec un dispositif de sécurité. Il n'aura personne sur sa route. Il va arriver sur ce couloir, et puis il va se présenter devant les journalistes qui seront réunis derrière ce cordon rouge. Alors on attend beaucoup de journalistes pour cet événement, qui est un des grands événements de la rentrée au Sénat.
Sénat. Et donc les organisateurs ont prévu une estrade pour que tous les médias puissent capter l'arrivée d'Alexandre Benalla pour son audition. Il va passer donc devant les journalistes. On ne sait pas s'il va répondre aux questions des médias. Et puis il va descendre les marches pour arriver dans l'entrée de la salle Clémenceau, qui est l'une des principales salles d'audition du Sénat. Mais ça, c'est la première hypothèse. Et si jamais Alexandre Benalla arrive par la seconde entrée, par l'entrée du parking souterrain, alors là, il va prendre tous les journalistes de court. Je vais vous montrer la seconde entrée. Suivez-moi. Donc voilà, là on pourrait avoir un effet de foule avec, comme on dit, la meute de journalistes qui se déplacent vers cet endroit. Et donc Alexandre Benalla qui pourrait arriver par cette entrée, s'il arrive directement par le parking automobile, et il entrerait par la salle Clémenceau par cette seconde porte, voilà, et donc il entrerait directement dans la salle Clémenceau pour son audition. Voilà. Alors, vous privilégiez quelle hypothèse, vous qui êtes sur place, à votre avis? Vous sentez quoi, là, du côté du service d'ordre, du Sénat, des huissiers, par exemple, qui sont là? Alors, selon nos informations, il n'y a pas encore de demande d'entrée par le parking souterrain, donc on pourrait avoir une entrée par la porte principale et un passage devant les médias. Mais on ne sait pas s'il va s'exprimer devant les médias comme il l'a fait cet été. Merci beaucoup. Vous êtes donc, on reste avec vous, Alexandre Poussard, bien sûr. Vous êtes dans les couloirs du Sénat pour attendre Alexandre Benalla. Voilà, on va passer maintenant aux dernières heures de cette préparation, de cette audition devant la commission d'enquête sénatoriale. 2 membres de la commission, un sénateur et une sénatrice s'y préparent, c'est Marie-Pierre de la Gontrie et François Grosdidier. Et vous allez le voir, Quentin Calmet a assisté dans les coulisses à la préparation de cette audition. On regarde ça ensemble. Dernière ligne droite pour ces sénateurs, à l'approche d'une des auditions les plus attendues de cette rentrée parlementaire. Marie-Pierre de la Gontrie est l'une des sénatrices de la commission d'enquête du Sénat. C'est ici, dans son bureau, qu'elle se prépare. Première étape, relever toutes les déclarations d'Alexandre Benalla dans la presse. Moi j'ai besoin des verbatims de ce qu'a déclaré Alexandre Benalla. Donc il a fait quoi? Il a fait Le Monde, il a fait JDD et le JT. Donc, le verbatim de ces trois choses-là. Donc, est-ce qu'on l'a là? Pour chaque personne auditionnée, il y a une fiche élément biographique, des petits, des extraits choisis de revues de presse, et ensuite des extraits des verbatims de chaque audition à l'Assemblée et au Sénat. Sur le rôle de chacun. Absolument. Ok, voilà, d'accord. On est dans une situation particulière qui est qu'Alexandre Benalla s'est beaucoup exprimé. Ce qui d'ailleurs a joué un rôle dans le fait que la commission décide également de souhaiter l'entendre. Dans la mesure où on va essayer de cerner ses fonctions, c'est utile de voir comment il les décrivait lui-même dans ses interviews. Relever les contradictions, c'est l'une des missions que s'est fixée l'élu socialiste, et ce, dans un contexte particulier, car depuis plusieurs jours, le gouvernement met en garde les sénateurs. Pourquoi un tel engagement de la part de l'Élysée pour tenter, on ne sait quoi, de déstabiliser la commission, enfin voilà. Donc nous, ça ne change rien à notre travail. Finalement, on est assez robuste. Bon, écoute, on va voir le dossier. François Grosdidier siège de l'autre côté des bancs de la commission des lois. Sénateur LR, lui aussi ressent une pression particulière à la veille de l'audition d'Alexandre Benalla. Vous savez, les sénateurs sont assez fortement enracinés, assez indépendants d'esprit, assez finalement chevronnés pour ne pas se laisser impressionner. Il y a quelques mois, François Grosdidier a rendu un rapport alarmant sur l'état des forces de police. Il entend donc se concentrer particulièrement sur cette question. Ce qui est en cause, c'est de savoir si quelqu'un qui n'est pas ni policier, ni gendarme, qui n'avait pas les qualifications, ni la légitimité, pouvait diriger les services de protection de la présidence de la République, qui relèvent à la fois du commandement militaire et surtout du GSPR. François Grosdidier, qui avoue être habitué et indifférent à la pression médiatique autour de l'audition d'Alexandre Benalla, une pression qui s'annonce pourtant phénoménale.
Voilà, une pression importante. Regardez ces images devant le Sénat. C'est en direct. Vous êtes sur Public Sénat, bien sûr, pour une émission spéciale consacrée à l'audition d'Alexandre Benalla, qui aura lieu à 8h30 dans les salles du Sénat. Vous regardez un peu le nombre de journalistes qui se pressent devant le Sénat. Patrick Caner, bonjour. Vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat. Il y a eu une tension hier. Tam Tranui nous l'a décrite tout à l'heure sur l'idée qu'il pourrait y avoir une audition à huis clos. Et on nous a parlé d'une réunion ce matin entre vous pour parler de cette affaire. Alors, huis clos, pas huis clos, qu'est-ce qui va se passer à 8h30 Je reprends votre expression, c'est pas une réunion entre nous. Hier, il n'y a pas de réunion informelle, j'ai dit. Non, la commission des lois est convoquée à 8h15 pour examiner... Mais avant ça, vous n'avez pas eu de contact pour savoir avec les avocats si... Les avocats font leur travail. Naturellement, que ce soit celui de M. Benalla ou de M. Kras en particulier. Huis clos ou pas donc il y a une commission des lois à 8h15 qui pourrait être amenée à examiner une demande éventuelle de huis clos. Ça va, ma langue de bois est assez bonne? Non. Non, mais ça veut dire que... Et votre expectative, il peut y avoir un huis clos. Vous vous rendez compte de la déception de l'opinion publique, des gens qui souhaitent savoir ce qui s'est passé quand même. Écoutez, vous nous dites, si là, la commission... presque une demi-heure avant, on n'est pas sûr au fond de savoir ce qui... Si la commission si des on va lois, pouvoir le voir. Si la commission des lois est saisie d'une demande de huis clos, elle devra statuer sur cette demande. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Hervé Fabre. Ce serait la première fois, puisque, y compris M. Crozat, qui était mis en examen, n'avait pas demandé le huis clos. Mais dans les règles de fonctionnement des commissions d'enquête, un auditionné peut demander le huis clos. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et donc il y a un vote de la commission. Et c'est la commission qui décide ou pas d'accorder le huis clos en fonction de critères, mais aussi en fonction de la jurisprudence de cette maison mais à vous, qui est assez respectueuse. À titre personnel, vous souhaitez ce huis à clos titre personnel, si la demande devait intervenir de je ne sais qui, mais je suis très prudent quand même, il est évident que j'aurais à m'exprimer et que je considère que cette affaire ayant été tellement publique, on vient d'entendre Marie-Pierre de la Gontrie qui a dit mais M. Benalla était sur France Inter, il a s'exprimé dans Le Monde, etc. J'en passe. Le Monde on a des images, vous avez vu, Le Monde qui a... Voilà, donc on a effectivement une médiatisation qui est très forte. Je mesure la potentielle déception au cas où. Mais excusez-moi, vous avez entendu aussi mon collègue Grosdidier, nous travaillons dans la sérénité, et donc avec tout le respect que nous portons pour l'expression médiatique. Vous, à titre personnel? À titre personnel, moi je serais opposé. Ouais. Je suis un peu contradictoire, vous allez me dire, mais non, parce que je considère que nous avons souhaité que ces auditions soient publiques depuis le début. Mais la commission des lois en décidera souverainement en tant que telle. Je pense que nous devons la vérité aux Français. En tout cas, nous devons contribuer à faire émerger cette vérité, à cette manifestation de la vérité. Et je crois à la transparence, mais je ne veux pas non plus devancer ce qui est le droit le plus strict des auditionnés. C'est vous qui, le premier, avez demandé l'audition de le 24 juillet, d'Alexandre Benalla dans La Voix du Nord, un peu de publicité. À l'époque, vous me disiez que le président Philippe Bas était quand même un peu réticent, justement, à cause des risques d'empiéter sur l'enquête judiciaire. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis le président de la commission? Le désir de se faire un nom? Non, enfin, vous connaissez les insultes qui ont marqué certaines expressions à l'égard ou à l'encontre, en l'occurrence de M. Bas, qui a mené ces débats avec beaucoup de sérénité, je reprends l'expression, et de professionnalisme. Et il en fallait, parce que c'était pas évident. On a entendu quand même M. Stroda, M. Loche, M. Koller, et tout ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Il y a eu un respect total pour les personnes auditionnées. Donc je pense que ce qui a fait évoluer Philippe Bas, c'est la qualité finalement de notre travail, le fait que le Sénat a montré par rapport à l'Assemblée nationale une forme de sérieux, non pas que l'Assemblée nationale ne serait pas sérieuse, mais il y a eu un emballement à l'Assemblée nationale, et je tiens à vous rappeler, vraiment à cette table, très solennellement, que s'il n'y avait pas deux chambres dans notre pays, dans le Parlement français, eh bien, l'affaire Benalla serait aujourd'hui totalement écrasée, sans qu'il y ait de conclusion de la part de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Une commission d'enquête qui d'ailleurs s'était réunie sur l'affaire de la contre-escarpe. Enterrée par qui? C'est ça la question. Il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Et on a écrasé les travaux en tant que tels. Moi, je le regrette. Je pense que la majorité dans une chambre, quelle qu'elle soit, s'honorerait à montrer, sinon son indépendance,
par rapport au pouvoir exécutif, au moins une forme d'autonomie qui lui permette de travailler. Ça n'a pas été le cas, manifestement, à l'Assemblée. Patrick Caner, on a quand même, en vous écoutant, l'impression qu'il y a une double revanche. Celle du Sénat sur l'Assemblée, hein, et puis celle un peu de l'ancien monde sur le nouveau. Je me trompe ou... Vous l'interprétez comme cela. Moi, je l'interpréterais de manière plus positive parce que ce serait le contre. Moi, je suis plutôt sur le pour. Ça démontre que le Sénat est utile, qu'il a une vocation. Ça a été évoqué dans une tribune hier soir par un grand juriste dans un grand journal du soir, Monsieur Beau, pour ne pas le citer, dans Le Monde, sur le contre-pouvoir du Sénat. Moi, je crois peut-être pas au contre-pouvoir, mais à l'équilibre des pouvoirs. Et dans une des démocraties, savoir qu'il y a un équilibre est une manière de rassurer l'ensemble des citoyens sur le fait qu'il y a un pouvoir exécutif fort, mais qu'il faut un Parlement fort. Et le Sénat contribue à ce Parlement fort, manifestement. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet constitutionnel, quand même, certains l'ont mis en avant, sur le fait que le président de la République n'étant pas responsable devant les parlements, après tout, ce n'est pas une commission d'enquête parlementaire de s'intéresser au fonctionnement de l'Élysée. Qu'est-ce que vous pouvez répondre? Il y a un débat constitutionnel qui porte sur notamment l'article 24 et l'article 52, alinéa 1 de la Constitution. Je ne rentre pas dans les détails. Nous sommes, en tant que Parlement, compétents pour évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Et nous considérons que la question de la protection du président de la République est une politique publique. On ne s'insinue pas, excusez-moi, on s'insinue, oui c'est ça, c'est bien ça, fatigué ce matin de bonne heure, dans le fonctionnement du pouvoir exécutif au nom du président. Le président est autonome, il est indépendant, il veut dire, personne ne peut le contrôler, il est irresponsable, juridiquement, vous l'avez rappelé, monsieur Fabre. Mais la protection du président relève du gouvernement, et en particulier du ministère de l'Intérieur. Quand il y a, et c'est le thème d'ailleurs de notre commission d'enquête, quand il y a des non-fonctionnaires qui potentiellement interviendraient, vous voyez que je suis très prudent, dans la protection personnelle du président de la République, ça intéresse le bon fonctionnement d'une politique publique, sauf à dire que l'Élysée est un bunker, que personne ne peut s'y intéresser, mais je vous rappelle quand même que c'est le Parlement qui vote le budget de l'Élysée. Mais tout de même, Patrick Caner, vous avez été ministre de François Hollande. On se rappelle de l'épisode du scooter quand même. On en a fait moins. Oui. Enfin, rappelez-vous, le président de la République se rendait en scooter. Bien sûr, je me rappelle. Mais si vous voulez me faire dire que le président peut parfois s'échapper de tous les radars de contrôle de police, moi, vous savez, j'ai été ministre. Et donc, logiquement, je devais avoir un officier de sécurité en permanence avec moi. Eh bien, je vais vous faire un aveu. Parfois... vous ne l'aviez pas. Je me taillais, si vous permettez l'expression des jeunes, et je me débrouillais. Et en l'occurrence, là, ce qui est posé, c'est est-ce qu'un non-fonctionnaire de police, non qualifié potentiellement, était-il ou pas dans la proximité de la sécurité du président? Bon, puisqu'on parle de sécurité, on a l'impression que politiquement, il y a un cordon sanitaire qui s'est créé ces dernières heures, ces derniers jours, autour du président de la République, Christophe Castaner, qui était d'ailleurs le plus offensif, la ministre de la Justice, qui tente de remettre un petit peu les sénateurs dans leur rôle plus législatif que justice de juge, entre autres, M. Griveaux également qui s'est exprimé. On sent que tout le monde vous dit attention, n'allez pas trop loin. En clair, on vous reproche de vous orienter vers une forme de destitution du président de la République. Vous avez été surpris par ça? Vous êtes choqué par ça? Alors, tout d'abord, le mot de Castaner, M. Castaner, parlant de destitution qui serait envisagée par le Sénat, enfin, quand j'ai découvert ça, je suis tombé de ma chaise. Pour vous, ça n'existe pas? Surréaliste. Ben, tout d'abord parce que vous connaissez la procédure de dissolution, elle est extrêmement rigoureuse. Des votes dans les chambres, des votes en congrès, enfin... elle a besoin d'être alimentée en amont, ça pourrait correspondre à ça aussi, votre démarche. Bien sûr, mais c'est hors de question. Enfin, je veux dire, on n'est pas là devant la trahison d'un secret d'État. Enfin, monsieur Macron n'a pas vendu à une puissance étrangère les plans d'un sous-marin atomique français. Enfin, non, restons calmes. Restons calmes. Nous ne sommes pas devant une affaire d'État. Nous sommes devant une affaire qui, quand même, engage le bon fonctionnement de l'État. Et si j'étais ministre aujourd'hui, je m'inquiéterais plutôt de la manière dont, à l'Assemblée nationale,
par exemple, la commission d'enquête s'est intitulée. Elle s'est intitulée autour de la thématique de la contrescarpe, donc vraiment dans le champ judiciaire, ce qui n'est pas du tout notre cas aujourd'hui. Contrescarpe, il faut rappeler, c'est la place. C'est la place où ont lieu les événements du 1er mai. Ça, c'est la justice qui s'en occupera. Et pourtant, la commission d'enquête à l'Assemblée a travaillé sur le sujet. Donc c'est hors de propos que de vouloir accuser le Sénat de ne pas être dans son rôle. Et quand Mme Belloubet, M. Griveaux, M. Castaner évoquent une forme de, je ne dirais pas de contrôle, mais en tout cas de conseil auprès du Sénat, ils devraient être prudents, ils devraient plutôt maîtriser leur propre majorité à l'Assemblée nationale. Patrick Canet, on a déjà entendu beaucoup de gens sur cette affaire, beaucoup d'auditions. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous allez poser comme question à Alexandre Benalla dans le domaine de compétences de la Commission? D'abord, je ne vous dirai pas les questions que j'avais posées. Nous allons y travailler et nous voulons lui réserver quand même la primeur, vous le comprendrez bien, premièrement. Deuxièmement, et c'est ça quand même le plus important, pourquoi nous voulons interroger M. Benalla? C'est que tous ceux que nous avons entendus jusqu'à présent, y compris ses supérieurs hiérarchiques, chefs de cabinet, directeurs de cabinet, secrétaire général, tous nous ont dit, sous serment, qu'il n'avait aucune fonction dans la protection personnelle du président de la République, qui n'était là que pour organiser les choses, les déplacements. Bagagiste, c'est un petit peu, c'est pas très respectueux pour la fonction de M. Benalla, peu importe, vous voyez que nous on le respecte. Et nous, peut-être que nous nous trompons. Et c'est l'intéressé qui peut-être nous permettra de nous le confirmer. Nous pensons qu'il avait un rôle différent. Et s'il avait un rôle différent, ça signifie qu'on est sur un autre mode de fonctionnement, peut-être même un dysfonctionnement, de la mission essentielle qui consiste, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas la personne de M. Macron qui est en cause, c'est la fonction de président de la République. Comment le chef de l'État est-il protégé et quelle est la place de quelqu'un non qualifié en la matière? Merci beaucoup Patrick Canet, vous êtes le président du groupe socialiste au Sénat, membre de la commission d'enquête. Plus que ça, vous êtes le premier qui avait demandé la constitution de cette commission le 24 juillet dernier dans la Voie du Nord. Je vous interromps. La commission, non, mais l'audition de M. Benalla, l'audition, oui. Bah, je voulais dire ça, bien sûr. Merci beaucoup. On regarde les images à l'extérieur, là, incroyable, toujours. Beaucoup de monde devant le Sénat. Et donc, vous nous avez livré une information tout à l'heure. La commission des lois va statuer pour savoir si, oui ou non, le huis clos est requis ou pas. Et vous, votre position personnelle, vous le rappelez, comme cette affaire était extrêmement publique, vous le disiez, c'est qu'elle reste publique et regardable par l'ensemble des Français. Tout à fait. Merci beaucoup. On va se rendre en duplex et en direct de la rédaction de Paris-Normandie, notre partenaire. C'est, vous le savez, le quotidien régional de Normandie. Son directeur Thierry Rabillet est avec nous. Bonjour Thierry, vous êtes dans le studio de télévision de votre journal et vous allez nous parler d'Alexandre Benalla, qui est natif de l'Eure. C'est un Normand, Alexandre Benalla. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur sa personnalité? Qui était-il très jeune? Parce qu'il est quand même encore très jeune. Il a grandi à Évreux, je crois. Exactement, il est né, il a grandi dans le quartier de la Madeleine, un quartier dit sensible selon les fiches de police habituelles. Donc c'est un enfant d'abord du divorce, parce que ses parents se séparent très vite, ses parents sont marocains, mais on n'est pas dans le quart-monde. Donc ceux qui voudraient opposer aujourd'hui l'audition d'une petite frappe de quartier face à des sénateurs de la République, c'est pas ça du tout, Alexandre Benalla. Alexandre Benalla, c'est quelqu'un qui fait un collège, qui va au lycée, qui ensuite rejoint la fac de droit en 2009 à Rouen, qui boucle ses études de droit à Rouen avant de les continuer à Clermont-Ferrand. Donc c'est une enfance tout à fait normale dans un milieu très instruit. Sa prof sa maman est prof de mathématiques. Lorsqu'il est au lycée à Bernay, il est interne, il participe aux compétitions sportives avec l'équipe de rugby du lycée. Et les souvenirs qu'il laisse, c'est un petit peu Monsieur Tout-le-Monde, c'est un petit peu l'enfant passe-partout. C'est ni la grosse tête, c'est ni le génie, et ni non plus celui qui va mettre le bazar dans la classe. Donc finalement, Alexandre Benalla, il ne va pas laisser une trace énorme à Évreux ou à Bernay ou partout où il est passé quand il était jeune. Thierry Rabillet, vous êtes directeur de la rédaction de Paris-Normandie, vous êtes un professionnel, journaliste. Quand vous l'avez vu s'exprimer sur le plateau du 20h cet été, avec des mots choisis, costume cravate, on a parlé d'une opération de communication, ça a surpris là-bas, chez vous, à Évreux notamment?
Oui et non. Oui, on a vu quelqu'un qui a été préparé, comme on dit aujourd'hui, comme n'importe quel homme politique ou n'importe quel chef d'entreprise qui va faire une télévision pour un événement un petit peu compliqué, donc communication de crise. Il y a eu du média training, c'est évident. Mais lorsque nous avons interrogé Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil, ancien patron de la Fédé du Parti socialiste de l'heure, qui a été en contact avec Alexandre Benalla, qui était militant en jeunesse socialiste, il se souvient de ce garçon comme un garçon de calme, de pondéré. Et ce sont les mêmes informations que nous avons recueillir auprès de ses employeurs d'un établissement très connu à Rouen, un endroit de vie, une brasserie qui travaille la nuit, où il était agent de sécurité. Et à chaque fois, Alexandre Benalla est décrit comme quelqu'un qui essayait plutôt d'apaiser, de calmer le jeu lorsqu'il y avait un petit peu d'échauffourée. Donc, pas étonné de le voir aussi calme, aussi sérieux et se tenir parfaitement à l'antenne. Et il ne faut pas oublier qu'il a 27 ans, hein, ce garçon. Donc on le décrit comme quelqu'un qui a fait déjà une longue carrière derrière lui, mais il n'a même pas 30 ans. Donc oui, il a pu surprendre certains, mais lorsqu'on voit son passé, son background et surtout sa formation, pas étonné qu'il soit aussi calme et capable de répondre techniquement, précisément aux questions. Merci beaucoup Thierry Rabillet. Vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Normandie, de nous avoir éclairé sur la personnalité qui était Alexandre Benalla, très jeune Normand, natif d'Évreux. Merci à Sylvain Richon pour le duplex technique et à Frédéric Casgraal, le directeur général de Paris Normandie. Merci à vous. On va tout de suite passer à la revue de presse. Savaria Rougec, bonjour. Merci d'être avec nous. Une revue de presse évidemment entièrement consacrée à l'affaire Benalla ce matin, avec pour commencer Libération. Absolument, c'est l'information de la journée de l'information que reprennent longuement vos journaux ce matin. L'audition d'Alexandre Benalla au Sénat. L'Élysée a découvert, à la une de Libération, a découvert, car Alexandre Benalla va parler ce matin. Il va parler au sénateur de la commission d'enquête. Une audition sous serment qui fait trembler la présidence. Libération, qui en page intérieure passe en revue toutes les questions que pourraient poser les sénateurs. Pour le Parisien, c'est une grenade dégoupillée. Le Parisien qui cite un très proche d'Emmanuel Macron. Il a abîmé tout le monde. Il continue d'abîmer tout le monde. Le Parisien qui évoque ensuite Philippe Bas, le président de la commission d'enquête. Philippe Bas qui va veiller à le faire sortir de ses gonds, selon le Parisien. Pour Ouest France, Benalla est face aux questions du Sénat. Une audition très attendue de l'ancien chargé de mission de l'Élysée. Une audition consacrée entre autres au rôle qu'a pu tenir Alexandre Benalla dans la protection du président. Pour Paris Normandie, aussi, Benalla est en audition face aux sénateurs. Ira pas, parlera pas. Aux grandes dames de l'exécutif, Alexandre Benalla est convoqué devant les sénateurs qui attendent des réponses. Pour Paris Normandie, la décision de l'auditionner a été prise au regard notamment des contradictions apparues lors des précédentes auditions. Et on va terminer, Cyril, avec ce dessin de Sud-Ouest. Colomb, maire de Lyon, à 73 ans. Enviagé, ça m'intéresse, répond un Alexandre Benalla casqué au ministre de l'Intérieur. Merci Savaria Rougec, on vous retrouve chaque jour dans cette émission pour les revues des unes de la presse quotidienne régionale et nationale d'ailleurs. Et surtout maintenant une nouveauté, les unes numériques, ce qui se passe dans les sites internet de ces grands quotidiens régionaux. Merci infiniment. Voilà, un reportage maintenant. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de tensions entre le Sénat et l'Élysée à propos de cette affaire Benalla. Je vous rappelle que nous sommes en direct et que l'audition d'Alexandre Benalla aura lieu dans quelques minutes à partir de 8h30 ici au Sénat. On va rejoindre Marie Brémaud qui nous explique maintenant pourquoi ces tensions ont existé. Il y avait déjà eu mardi ce fameux coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Gérard Larcher. L'objectif, rappeler les limites du rôle des sénateurs. La charge contre la commission d'enquête a continué vendredi avec Christophe Castaner. Le chef du parti présidentiel est monté au créneau pour dénoncer une manœuvre politique. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Samedi, c'est au tour de la ministre de la Justice de mettre à nouveau en garde sur la séparation des pouvoirs et d'insister pour que le Sénat reste à sa place. Elle le fait dans une tribune très solennelle au journal Le Monde. Le président de la République et tout ce qui touche à la fonction présidentielle ne saurait faire l'objet d'une commission d'enquête, car cela reviendrait à rendre le chef de l'État responsable devant le Parlement.
Dimanche, c'est au tour des sénateurs du groupe La République En Marche d'annoncer leur boycott de l'audition d'Alexandre Benalla. Une décision prise dès la semaine dernière d'après le président du groupe, François Patriat. La commission, en fin de compte, nous avons le sentiment qu'elle se soucie peu d'Alexandre Benalla, qu'elle se soucie plutôt de porter atteinte à la fois au gouvernement et au chef de l'État. Une politique de la chaise vide destinée à décrédibiliser la commission d'enquête dirigée par Philippe Bas. Nul doute, l'exécutif s'est mis en marche contre le Sénat. Voilà, on va rejoindre en duplex et en direct Tam Tran Nui, qui est devant la salle où devrait avoir lieu l'audition d'Alexandre Benalla. J'emploie le conditionnel car Patrick Kanner, le président du groupe socialiste, membre de la commission, nous a indiqué tout à l'heure, bien sûr, qu'elle pouvait avoir lieu à huis clos. Bien sûr, et non pas public. Donc, Tam Tran Nui, est-ce que vous avez, vous, quelques explications là-dessus? Est-ce que vous en savez plus? Eh bien, écoutez, Cyril, nous avons quelques informations. Nous avons appris, effectivement, que Vincent Kras, la deuxième personne auditionnée ce matin, l'autre homme à l'origine de l'affaire Benalla, cet employé de La République En Marche, gendarme, réserviste et qui apparaît aux côtés de l'ancien chef de mission à la présidence de la République, place de la Contrescarpe, lui a demandé le huis clos. Et c'est sur son cas que les sénateurs devraient discuter ce matin à 8h15. Je vous rappelle que depuis, Vincent Kras a été licencié de La République En Marche. Il a été mis en examen pour violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique et port prohibé d'armes de catégorie B. Et a priori, donc, son avocat aurait demandé le huis clos. Les sénateurs vont donc discuter de son cas, pour l'instant, sur le cas d'Alexandre Benalla. En revanche, on ne nous parle pas encore de huis clos, mais il peut être fondé à le demander encore à la dernière minute. Il y a donc encore beaucoup de suspense pour savoir si on va avoir l'intégralité de cette matinée d'audition au Sénat public. Merci Tam, évidemment. Vous nous interrompez si vous avez des informations sur ce huis clos possible de cette audition qui aura lieu donc de toute façon à partir de 8h30. Voilà, dans un instant, le Club de la Presse. Voilà, le Club de la Presse avec Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé, merci à nouveau d'être avec nous dans cette partie de l'émission. Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA qui représente le Progrès. Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane, merci d'être là ce matin. Et Christelle Bertrand des journaux du Midi, le groupe La Dépêche. Merci d'être là. On démarre tout de suite. Alors, ce huis clos possible, en tout cas pour Vincent Kras, Fabrice Vesser-Redon, c'est quoi? C'est des dispositions que demandent les avocats en plaidant quoi? Plus de sérénité dans les débats? C'est un dilemme, hein, cette histoire de huis clos, quand on y réfléchit bien. Ils ont la possibilité, effectivement, d'être entendus hors présence de caméras, ce qui, évidemment, pour nous, journalistes, est un problème, parce que ça crée un filtre entre les propos de cette personne et nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos lecteurs. D'un autre côté, sur un plan, j'allais dire, plus procédural, certains ont intérêt, commencer par les audités, à ce que ça se passe peut-être effectivement dans une enceinte plus calme, plus sereine. Je pense que le président de la commission, comme les gens qui l'entourent, vont être confrontés à un dilemme. Si effectivement ils l'acceptent, ce qu'il ne faut pas du tout exclure, qu'ils acceptent le huis clos pour l'un comme pour l'autre des audités, c'est que pour eux, ils obtiennent plus d'informations hors caméra qu'en présence des caméras. Et c'est pour ça que mon petit doigt me dit que les politiques, sont des politiques, auront peut-être intérêt, s'ils veulent effectivement faire ce matin, aujourd'hui, ressortir vraiment quelque chose de cette audition, ils risquent d'avoir un vrai intérêt à accepter un huis clos. Christelle Bertrand, quand on voit le monde, on voit sur ces images les gens qui attendent de pénétrer à l'intérieur du Sénat, dans l'enceinte, ça va décevoir beaucoup de monde, surtout qu'on a vu aussi que les sondages, 76% des gens étaient intéressés par cette affaire et allaient la suivre. Oui, en effet, quand Emmanuel Macron dit « ça n'intéresse pas les Français », on voit là la preuve du contraire. Mais au-delà de la déception bien réelle pour un certain nombre de citoyens qui s'intéressent et qui suivent de près cette affaire, au-delà du manque d'informations pour nous, journalistes, l'effet est absolument dramatique quand même de cette demande de huis clos. Parce que finalement, après une audition qui n'est pas filmée, on en raconte ce qu'on veut. Les membres de la commission d'enquête en raconteront ce qu'ils voudront.
et ça laisse place à n'importe quel fantasme derrière. D'abord, on y voit la main de l'Élysée, alors qu'elle n'est pas forcément là, et on imagine énormément de choses sur ce qui s'y sera passé. Et donc je trouve, j'ai l'impression que l'effet sera beaucoup plus dramatique que finalement des caméras qui sont là pour observer des sénateurs qui questionnent des personnes qui ont été mises en cause dans une affaire. Comme ça s'est fait jusqu'à présent d'ailleurs. Hein. En tout cas, on voit, alors à part vous qui êtes là, on voit des journalistes d'ailleurs qui sont en train de rentrer, on les autorise à rentrer. Stéphane Vernet, on revient sur les tensions dont vient de parler Christelle Bertrand qui existent entre le Sénat et l'Élysée à propos de cette affaire. On en sait un peu plus ces dernières heures. Est-ce qu'il y a eu des échanges ? Écoutez, moi je pense que ça a été très bien résumé dans le sujet que vous avez montré. C'est-à-dire qu'on a vu toute la semaine monter en gamme, monter en charge un certain nombre de prises de parole publiques qui étaient quand même très très étonnantes et qui sont pas rassurantes. C'est-à-dire que on voit bien, et ça a été dit aussi dans le sujet, qu'on sent qu'il y a une volonté quelque part de décrédibiliser cette commission avant même qu'elle ne travaille et qu'elle ne statue en fait. À travers, on voit quand même des personnages très haut placés au niveau de l'État qui posent des tas de questions de constitutionnalité, d'empiètement sur le judiciaire. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de cavalerie lourde là comme ça qui se précipite pour venir au secours du soldat Benalla, et ça pose plein de questions. On se demande mais pourquoi tant d'empressement à défendre ce petit bagagiste, comme disait Christophe Castaner à un moment. C'est peut-être que c'est pas un petit bagagiste. Je voudrais juste sinon revenir sur un point sur ce qui vient d'être évoqué, pardon, merci, sur le huis clos. À mon avis, il manque une dimension. Je suis tout à fait d'accord pour dire, comme ça a été très bien dit par Patrick Caner, qu'il y a la volonté du Sénat de pouvoir travailler en toute sérénité. Oui. C'est quand même une vieille et grande maison très honorable qui n'a pas l'habitude de ce type de battage médiatique. Là, on voit qu'on va assister à une déferlante assez extraordinaire pour le Sénat et que effectivement le huis clos permettrait aux sénateurs d'avoir plus de réponses et de poser leurs questions plus sereinement. La sérénité des débats, comme on dit. Effectivement, l'effet désastreux de ça, je suis tout à fait d'accord avec Christelle Bertrand, c'est le côté théorie du complot. Sur l'opinion publique. S'il y a un huis clos, ça veut dire qu'il y a eu des instructions. Sur l'opinion publique, c'est ça. Ça veut dire qu'on veut nous cacher des choses. Ça veut dire qu'on veut empêcher les gens de voir Benalla péter un plomb en public, parce qu'il a quand même une propension à péter les plombs publiquement. On l'a vu. Il y a des images. Il manque un aspect, à mon avis, un troisième aspect, c'est ceux des droits de la défense. Parce que je vous rappelle que Alexandre Benalla, comme Vincent Kras, sont des gens qui sont mis en examen, qui font l'objet de poursuites judiciaires. Et donc il est totalement légitime, naturel et normal qu'ils demandent le huis clos pour faire valoir aussi leur droit à la défense. Parce que même si la commission d'enquête n'est pas censée leur poser des questions sur ce qui s'est passé le 1er mai, ne pas empiéter sur le judiciaire justement, forcément, tout ce qu'ils vont dire publiquement va être retenu contre eux. Va alimenter la grande machine médiatique. Et ça peut potentiellement, à un moment ou à un autre, dans leur affaire judiciaire, leur faire du tort. Donc moi, je comprends que leurs avocats demandent le huis clos, et je pense que au nom de ces droits de la défense, il faut l'accepter. Mais en même temps, on aurait l'assurance que ce soit demandé uniquement par la défense, ce serait tout à fait acceptable. Mais là, Christelle, vous êtes dans de la théorie. Ça y est, elle y est déjà. C'est l'Élysée qui a téléphoné, etc. Non, je ne sais pas du tout ce que je dis, bien sûr que non. Mais l'opinion publique peut avoir l'impression que c'est uniquement une demande de la défense. On peut voir quand même dans cette demande de huis clos, si elle se confirme, en tout cas pour Alexandre Benalla, on peut voir quand même. Pour Vincent Kras, Tam Tranui nous explique que c'était fait. C'était demandé. On pourrait voir quand même une certaine revanche de l'exécutif face au Sénat qui a quand même qui fait une opération de communication absolument énorme sur cette affaire et qui là se retrouverait privé d'une fenêtre de publicité. Alors, pourtant, moi je suis prêt à parier que le huis clos sera accordé. Ah, ça fait 2 fois, vous vous engagez. Alors, non, je ne m'engage pas, mais je pense que c'est aussi dans la tradition aussi, il y a une forme de secret. Votre pronostic, alors. Et là, on va vers quand même une sanctuarisation de cette commission. C'est l'étape finale. Ils ont intérêt à ce que ça fonctionne, les sénateurs. Il ne faudrait pas que ça fasse chou blanc. Alors, autour de la table, là, vous représentez un nombre considérable de lecteurs. La Voix du Nord, bien sûr. Fabrice Resser, Redon, vous êtes, alors 9 journaux du groupe EBRA, dans le Progrès de Lyon. C'est tous les journaux de l'Est, ça va jusqu'au Dauphiné. Vous, Stéphane Vernet, vous êtes le premier journal francophone du monde. Christelle Bertrand, c'est l'Occitanie, avec le groupe La Dépêche. Qu'est-ce qui vous remonte de vos lecteurs sur cette affaire? On va commencer par Hervé Fabre, puisque c'est le 24 juillet chez vous. On l'a dit tout à l'heure que Patrick Caner avait demandé l'audition d'Alexandre Benalla.
Dans le courrier des lecteurs, on voit que cette affaire intéresse les gens. Et les chiffres de l'IFOP qu'on a donnés tout à l'heure montrent effectivement qu'il y a un vrai intérêt, alors que quand même, il y a pas mal de lecteurs qui me reprochent, quand je fais un article sur l'affaire Benalla, ah non, encore... vous en faites trop. Vous en faites trop, c'est de l'acharnement, il y a des problèmes bien plus importants en France, tout ça masque justement les vrais problèmes. Donc, c'est un peu difficile de alors, se faire une opinion. les journaux du groupe EBRA, l'Est républicain, l'Oral Dauphiné, le Progrès de Lyon, c'est Avignon. DNA, Dernière Nouvelle d'Alsace, l'Alsace, Journal de Saône-et-Loire. Les lecteurs, quand vous les écoutez, évidemment sur la proportion, les volumes que cette affaire a pu prendre. Et la longueur. Et la longueur, évidemment, ça surprend. Mais ce que je vois, ce que j'entends surtout, c'est des gens qui s'y intéressent parce que on a là sous la main, ils ont sous la main une affaire qui touche à la France des privilèges. Et aujourd'hui, les Français, on le sait, il faut verrouiller, il faut serrer les boulons de toutes parts en termes de budget. On demande des efforts, on demande de la rigueur, y compris quand on roule sur la route, il faut rouler à 80 plus 90. Et tout ce qui présente comme ça un petit excès, ça leur pose un problème. Alors, dans 30 secondes, on rejoint Alexandre Poussard qui est en duplex, Stéphane Vernet, lecteur, et Christelle Bertrand. Moi, je suis d'accord avec Hervé Fabre sur le côté, les retours sur le côté, c'est trop. Enfin, il y a un moment, voilà. Alors, est-ce que l'affaire Benalla passionne nos lecteurs, passionne le grand public? Réponse oui et non. Moi, je pense qu'elle passionne surtout les journalistes. Pour moi, la queue devant le Sénat, c'est qu'on voit là. Nous, journalistes, voilà, cette affaire nous passionne. Est-ce que ça passionne? On voit la queue dont parle Stéphane Vernet là, en ce moment à l'antenne. Moi, j'ai le sentiment que les Français sont... Cette affaire a juste seulement fait passer ce pouvoir dans la catégorie de finalement ils sont tous pareils. Donc aujourd'hui, ils s'y intéressent plus vraiment parce qu'ils ont le sentiment que tout a été dit sur les faits eux-mêmes. En revanche, ce qui a changé, c'est que Emmanuel Macron, comme les pouvoirs précédents, finalement protège ses proches. Et c'est ça le message qu'on nous renvoie, alors qu'avec nous, on est très sévère. Merci beaucoup, Christelle Bertrand pour le groupe La Dépêche. Stéphane Vernet pour Ouest France, Fabrice Vessaredon pour le groupe EBRA, le Progrès de Lyon, et Hervé Favre pour La Voix du Nord. On va retrouver Alexandre Poussard. Alexandre Poussard, vous êtes dans les couloirs du Sénat. Vous attendez Alexandre Benalla. Est-ce qu'on a du nouveau? Il est 8h-5. On en est où? Alors pour l'instant, à 8h-5, à peu près 25 minutes de l'arrivée d'Alexandre Benalla, on prépare déjà l'arrivée des journalistes par ce couloir. Alors pour les hypothèses d'arrivée d'Alexandre Benalla, si jamais il arrive par l'entrée principale du Sénat, il devrait passer par cette porte là-bas, au bout du couloir, et marcher 50 mètres sur ce couloir. Il ne devrait avoir personne sur sa route. Les services du Sénat auront bien dégagé sa route. Mais au bout du couloir, il va rencontrer les journalistes qui seront tous réunis derrière ce cordon rouge, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc on attend beaucoup de journalistes pour cet événement et les services du Sénat ont mis une estrade, pour que tous les médias puissent capter l'arrivée d'Alexandre Benalla. Alors s'il arrive, on ne sait pas s'il va parler à la presse, en tout cas il devrait arriver par l'entrée de la salle Clémenceau, qui est en bas de cet escalier. Mais ça, c'est la première hypothèse. Il y a une seconde entrée par laquelle pourrait arriver Alexandre Benalla. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Voilà, c'est la seconde entrée par laquelle pourrait arriver Alexandre Benalla. S'il arrive par le parking souterrain du Sénat, à ce moment-là, il va prendre tout le monde de court, tous les journalistes de court. Il pourrait même avoir un effet de foule. Il va entrer par là et il va se diriger directement dans la salle d'audition, car il y a une seconde entrée, où on voit déjà les journalistes qui sont prêts pour entrer et prendre des images dans la salle d'audition. Voilà pour les différentes hypothèses de l'arrivée d'Alexandre Benalla. Voilà, merci Alexandre Poussard. Vous êtes en direct en duplex dans les couloirs du Sénat. On attend Alexandre Benalla. Tout de suite, on va regarder un petit peu quels sont les enjeux de ces auditions, les rappeler avec Aurélien Romano dans un instant. Quel est exactement le rôle occupé par Alexandre Benalla au service du président de la République? Durant les auditions du mois de juillet, une forte contradiction est apparue entre la hiérarchie d'Alexandre Benalla à l'Élysée et les représentants des syndicats de police. Pour ces derniers, Alexandre Benalla est clairement le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron. Monsieur Benalla avait certes le titre de chef de cabinet adjoint à la présidence de la République, mais qui s'occupait directement de la sécurité rapprochée du président de la République et qui était, il faut être clair, son garde du corps. Garde du corps, une mission qui n'existe pas formellement à l'Élysée, mais qui aurait été le rêve de gosse d'Alexandre Benalla, d'après son entretien fin juillet avec le journal du dimanche. La vocation lui est venue par le cinéma. Bodyguard avec Kevin Costner et surtout dans La Ligne de mire, qu'il dit avoir vu une vingtaine de fois.
Plus encore que garde du corps, Alexandre Benalla serait à la tête d'une police parallèle au sein du GSPR, le service officiel chargé de la sécurité du président. Au sein du GSPR, nous avions un groupe de personnel hors police et hors gendarmerie, qui en l'occurrence étaient des civils, des privés. Et c'est bien pour ça que j'ai employé depuis le début, depuis jeudi dernier, j'emploie le terme de barbouze, parce que ces gens-là n'ont aucune habilitation. De fait, Alexandre Benalla était autorisé à porter une arme, un point central dans la commission d'enquête. Un port d'armes justifié par le directeur de cabinet de l'Élysée comme utile dans le cadre des déplacements privés du chef de l'État. Cette autorisation a été donnée dans le cadre d'une mission de police, relève la commission d'enquête, avec l'appui d'un document de la préfecture de police. Confusion des termes, répond le chef de cabinet du président de la République. Mais il n'a jamais pris la place du policier ou du gendarme. Et en ce sens, il n'a pas exercé de mission de police. Sa mission est même détaillée par le secrétaire général de l'Élysée lui-même. Il serait une sorte de courroie de transmission entre les différents services de sécurité. Il était donc en charge de l'interaction entre la chefferie de cabinet, qui doit coordonner l'ensemble de ces éléments, et les personnes en charge de la sécurité. Le jour même de cette audition, Alexandre Benalla livre une version sensiblement différente de son rôle lors d'une longue interview au journal Le Monde. Moi, je dois m'occuper des affaires privées du président de la République, parce qu'il a une vie à côté de ses fonctions, avec Brigitte Macron, celle d'un Français normal. Il va au théâtre, au restaurant, part en vacances. Je suis toujours présent avec le groupement de sécurité de la présidence de la République et le service privé du président. L'ancien chargé de mission était-il le garde du corps personnel d'Emmanuel Macron, un organisateur des déplacements ou encore le chef d'une police secrète? Un rôle que l'audition du principal intéressé doit éclaircir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Suite de notre édition spéciale ce matin, c'est le jour J pour l'audition d'Alexandre Benalla au Sénat. L'ancien chargé de mission de l'Élysée est convoqué à 8h30.